Je vais commencer par les mercantilistes. D'abord, que signifie le terme mercantilisme? En fait, c'est un terme qui vient du latin mercari et qui signifie faire du commerce. Et ce mot vient de la racine merx qui veut dire marchandise. La principale question qui permet d'identifier ce que ça veut dire les mercantilistes, c'est de savoir d'où vient la richesse. Qu'est-ce qui permet d'être riche? Que représente un État riche? Pour les mercantilistes, la richesse et le pouvoir de l'État sont mesurés par la quantité d'or qu'il possède. Plus un État a les métaux précieux, à savoir l'or et l'argent, plus cet État est fort et riche. Donc, les mercantilistes résument la valeur dans l'or et l'argent. Plus on a l'or et l'argent, ou bien les métaux précieux, plus on est riche. La deuxième question importante qui va faire apparaître plusieurs types de mercantilistes, c'est comment aboutir à cette richesse. Comment l'État peut obtenir plus d'or et d'argent. Et donc, on va avoir par exemple en Espagne ce qu'on appelle le bullionisme. C'est un terme qui vient d'anglais et qui signifie le lingot d'or. En fait, pour ces mercantilistes, il faut accumuler le maximum de métaux précieux par les différents moyens, comme la colonisation par exemple, et aller chercher les métaux précieux partout où ça se trouve, sans faire du politiquement correct ou prétexter l'existence d'armes massives, par exemple, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas ces contraintes internationales de droits de l'homme et compagnie. En fait, les conséquences de cette vision, c'est de voir la richesse ou bien la distribution de la richesse sur la planète comme un grand gâteau qu'il faut accaparer au maximum pour être fort et avoir sa place dans le monde. Une deuxième méthode des mercantilistes pour avoir le plus d'argent, c'est ce qu'on appelle le commercialisme adopté par quelques pays, à savoir l'Angleterre principalement, qui voit dans le commerce extérieur la source principale de la richesse du pays. Et pour cela, il faut que la balance commerciale soit positive, c'est-à-dire les exportations doivent être supérieures aux importations. C'est-à-dire que ce que rapportent les ventes en termes d'or et d'argent doit être supérieur à ce qui sort quand on achète des marchandises de l'extérieur. Et de cette manière, le pays va accumuler plus d'or et d'argent que les autres pays, donc il va être plus fort. Et puis vous avez une autre méthode adoptée principalement en France, à savoir ce qu'on appelle le colbertisme. Cette méthode consiste à importer des matières premières qui sont moins chères et d'exporter les produits industriels manufacturés qui sont plus chers. Donc ça rapporte beaucoup d'argent et d'or au pays. Le nom de cette méthode fait référence à Jean-Baptiste Colbert, un des principaux ministres de Louis XIV. Il a servi en tant que contrôleur général des finances. En résumé, le mercantilisme voit la richesse dans l'accumulation d'or et d'argent et voit dans chaque échange comme un jeu à somme nulle, c'est-à-dire que ce qui est gagné par quelqu'un est certainement perdu par quelqu'un d'autre. Comme disait à l'époque Jean Boudin, il n'y a personne qui gagne qu'un autre n'y perde. Et pour arriver à avoir cette capacité à accumuler le maximum d'or et d'argent, il faut bien sûr avoir un État fort et interventionniste pour organiser des échanges favorables avec l'extérieur. On va voir par la suite que ces principes du mercantilisme vont être sévèrement critiqués par les autres courants de pensée qui vont venir par la suite. Après les mercantilistes, il y a ce qu'on appelle les physiocrates. Les physiocrates vont adopter une vision assez différente de leurs prédécesseurs mercantilistes. On peut citer deux fondateurs de cette école des physiocrates. Vous avez d'abord François Quesnay et vous avez le marquis de Mirabeau. C'est quoi les idées principales de cette école? C'est que tout d'abord, elle considère, contrairement aux mercantilistes, que la richesse d'un pays est la richesse de tous les habitants et non pas de l'État uniquement. Cette richesse est formée par tous les biens qui peuvent satisfaire un besoin. Et donc, cette richesse peut être produite par le fruit d'un travail et non pas par l'accumulation de métaux précieux. Pour les physiocrates, la seule activité productive, c'est celle de l'agriculture, car selon eux, la terre multiplie les biens. Une graine semée produit plusieurs graines, ce qui fait que la terre produit un surplus.
contrairement à l'activité commerciale d'une manière générale qui est une activité que on peut qualifier de stérile selon eux, car elle se limite à transformer simplement les matières premières provenant de l'agriculture et sans plus. Donc pour les mercantilistes, la base de la production, celle qui permet de produire davantage, c'est uniquement l'agriculture. Et par conséquent, les physiocrates considèrent qu'il y a trois agents économiques. Vous avez d'abord la classe des paysans, qui est la seule productive, c'est les producteurs terriens. Et la deuxième classe, appelée stérile, est composée des marchands ou bien des industriels. Et la troisième classe, c'est celle des propriétaires, c'est-à-dire ceux qui possèdent des terrains, les personnes qui louent la terre aux autres pour l'exploiter dans le domaine de l'agriculture. Et puis il y a une chose importante qui a commencé à se développer avec ce courant de pensée, c'est la liberté individuelle, avec l'expression très connue laisser faire les hommes, laisser passer les marchandises, qu'on peut réduire à laisser faire, laisser passer. Laisser faire les hommes, ça renvoie à la liberté individuelle de pratiquer le commerce, et laisser passer les marchandises renvoie à l'assouplissement des contraintes liées à la circulation des marchandises dans le commerce. Et donc pour cette raison que les physiocrates sont considérés comme les précurseurs du libéralisme. Et c'est la première fois qu'on commençait à représenter l'activité économique dans un circuit économique appelé à l'époque un tableau économique qui résume un petit peu la circulation de la valeur en économie entre les principaux agents économiques à l'époque. On va voir plus tard que Keynes va s'inspirer de cette idée de tableau économique pour illustrer ses formules générales d'équilibre macroéconomique. Il va aussi s'inspirer des mercantilistes pour considérer que l'argent, en fait, peut être un bien comme un autre, peut être désiré pour lui-même et non pas un simple moyen d'échange entre les individus. Mais avant de parler de Keynes, il faut passer par le courant classique qui va apporter ce qui va donner à cette branche le caractère de science économique. Après les physiocrates, il y a l'école classique, et pour parler de l'école classique, on doit parler d'abord de son fondateur, à savoir Adam Smith. C'est un philosophe et économiste écossais. Il est très connu par ses deux ouvrages, La théorie des sentiments moraux et La recherche sur la nature et les causes de la richesse des nations. L'ouvrage qu'il a rendu plus célèbre, c'est bien le deuxième ouvrage qu'on résume souvent sous le titre La richesse des nations. Adam Smith critique les mercantilistes qui croient que la richesse se résume dans la possession de métaux précieux, à savoir l'or et l'argent. Pour Adam Smith, l'origine de la richesse vient du travail, d'où la notion de la valeur travail. Cette idée de valeur travail va être la base de cette école de pensée économique, à savoir les classiques. Pour Adam Smith, la valeur est divisée entre la valeur en usage et la valeur d'échange. La valeur d'usage est liée à l'utilité d'un bien, à quoi un bien peut être utile. C'est ça sa valeur d'usage. Et cette valeur est différente d'un bien à l'autre parce que l'utilisation qu'on fait des biens est différente d'un bien à l'autre. Et donc le travail peut être utilisé comme mesure de la valeur d'échange sur le marché, selon Adam Smith. Et cette valeur du travail est invariante et permet d'évaluer tous les biens sur le marché. Dans ce cadre, j'aimerais bien citer ce passage dans le livre d'Adam Smith. Des quantités égales de travail doivent être dans tous les temps et dans tous les lieux d'une valeur égale pour le travailleur. Ainsi, le travail, ne variant jamais dans sa valeur propre, est la seule mesure réelle et définitive qui puisse servir dans tous les temps et dans tous les lieux à apprécier et à comparer la valeur de toutes les marchandises. Elle est leur prix réel. L'argent n'est que leur prix nominal. J'aimerais bien ajouter ce passage où il écrit que le travail est la valeur initiale, le moyen originel de paiement pour toute chose. Ce n'était ni par l'or ni par l'argent, mais par le travail que furent achetées toutes les richesses du monde.
Et sa valeur pour ceux qui la possèdent et qui veulent l'échanger pour quelques nouveaux produits est précisément égale à la quantité de travail leur permettant d'acheter ou de commander. Et donc la valeur de tout bien sur le marché peut être incarnée par une source principale qui est le travail. Chaque bien véhicule en lui-même une valeur qui vient du travail qui a été nécessaire pour sa fabrication. Et cela, pour Adam Smith, représente une référence absolue de toutes les valeurs des biens sur le marché. Et pour accroître la richesse dans un pays, Adam Smith parle de ce qu'on appelle la division du travail. Il s'agit tout simplement de la répartition des tâches. Il faut que chaque travailleur se spécialise dans une tâche bien précise pour que sa productivité et sa maîtrise de la tâche soient meilleures et de cette manière, l'ensemble de la production va être amélioré. Et ce qui permet cette division du travail, c'est bien l'échange. En principe général, chacun dans la société a sa propre spécialisation et cette spécialisation permet de partager avec quelqu'un d'autre qui se spécialise également dans son métier. En quelque sorte, dans la société, chacun est spécialisé dans un métier particulier et cela en quelque sorte lui permet, grâce à son travail, au fruit de son travail, qui est incarné dans le salaire, d'acheter tous les autres biens qu'il ne peut pas produire lui-même. Et par conséquent, plus les échanges s'accroissent, plus les hommes sont à même de se consacrer à une tâche particulière et d'espérer des autres la satisfaction de leurs autres besoins.